Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation de Tatawinta Nitasuyu. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation de Tatawinta Nitasuyu, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui m'intrigue grandement. C'est un gros jeu de la compagnie d'édition Board & Dice qui ont accepté de nous envoyer cette copie pour qu'on puisse vous en faire la présentation. Je vous rappelle que le mandat de cette vidéo n'est pas de vous expliquer l'entièreté des règles, mais je suis convaincu qu'au terme de celle-ci, vous devriez vraiment avoir une bonne idée d'à quel point il s'agit d'un jeu qui est aussi complexe que la prononciation de son nom. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Tatawinta Nitasuyu, ce jeu pour 1 à 4 joueurs dont j'espère vraiment ne pas avoir trop massacré le titre en essayant de le prononcer. Et présentement, nous avons sous les yeux notre jeu mis en place pour une partie à 2 joueurs. Il y a tout de même beaucoup de contenu, d'éléments de jeu qui sont hors champ de la caméra. Alors je commence en vous disant que Tatawinta Nitasuyu a un objectif bien simple, c'est de récupérer le plus grand nombre de points de victoire d'ici la fin de la partie. Comment le jeu se joue-t-il? Eh bien, à votre tour, vous aurez 2 choix. Vous pourrez décider de placer un ouvrier sur un des emplacements divinités disponibles autour du temple et d'effectuer les actions correspondantes. Ou, de façon alternative, vous pouvez, à la place de jouer un ouvrier, effectuer 2 actions secondaires différentes. À la fin de votre tour, vous aurez l'opportunité, si vous le désirez, de recruter un nouvel ouvrier en suivant la file d'attente juste ici. Vous avez le choix de récupérer l'ouvrier du bas ou celui du haut, en payant soit une patate pour le prêtre juste ici, ou un épée de maïs pour recruter le militaire juste ici. Éventuellement, le nombre d'ouvriers dans cette file va commencer à diminuer. Dès qu'un joueur recrute le dernier ouvrier, c'est la fin de la manche. Il va donc récupérer le jeton festival. Éventuellement, on va procéder au décompte de points temporaires. On aura donc 3 festivals pendant la partie. Chacun d'entre eux va déclencher des petits décomptes de points. Au terme du 3e festival, on aura le décompte de points final et on aura ultimement notre grand vainqueur. Il y a beaucoup à dire sur Tatawinta Nitasuyu, alors je vais essayer de passer en revue les éléments en faisant un survol, mais laissez-moi vous parler d'une chose concernant la mise en place à 2 joueurs. On a des ouvriers qui viennent déjà voler certains emplacements lors de la première manche, et lors de la 2e manche, ce sera pareil pour certains emplacements qui deviendront subitement utilisés. Dès lors de la mise en place, les joueurs vont récupérer 8 cartes divinités également. Ils vont devoir en choisir 5 qu'ils désirent mettre devant eux et vont résoudre la partie du bas. Ce sont donc toutes des opportunités qu'ils pourront récupérer dès le début de la partie, avant même son commencement. Ils vont donc pouvoir avoir des ressources supplémentaires, des ouvriers supplémentaires, commencer la partie avec déjà des points de victoire ou peut-être même l'opportunité de construire certains bâtiments. D'ailleurs, on a 2 types de bâtiments. Les bâtiments passifs qui nous donnent des avantages tout le long de la partie dans certaines circonstances et les bâtiments de production qu'on peut activer à différents moments durant la partie qui nous donnent ce qui est indiqué. Alors, dès que les joueurs ont récupéré tout leur dû, ces 5 cartes seront défaussées. Ils en auront à ce moment-ci encore 3 entre les mains. Ils commencent la partie avec ces cartes et elles sont très importantes pour ce que je m'apprête à vous expliquer. L'action principale que vous ferez à votre tour, c'est de récupérer un ouvrier que vous avez déjà devant vous. D'ailleurs, on commence la partie avec déjà quelques ouvriers devant nous et à la fin de notre tour, on ne peut jamais en avoir plus de 2 en notre possession. Donc l'action la plus courante, c'est de prendre un ouvrier et de le placer sur l'un des emplacements divinités. Bien évidemment, il y a toutes sortes de choses plus complexes qui vont s'ajouter à cela. Mais avant d'en parler, vous choisissez un type d'ouvrier que vous avez devant vous, un emplacement, vous y placez votre ouvrier, mais vous devez avoir un coût
pour payer justement ce placement. La première possibilité, c'est de payer avec une carte ayant le même icône que l'emplacement que vous utilisez. Dans ce cas-ci, la carte sera mise de côté. Elle devient, à la fin de votre tour, elle sera mise de côté et elle deviendra éventuellement disponible pour vous ou pour même les autres joueurs. De façon alternative, on peut décider à la place de payer avec une carte divinité, payer avec une pépite d'or. À ce moment-ci, on peut utiliser n'importe quel symbole. Par la suite, une fois qu'on a placé notre ouvrier, on doit consulter sa couleur pour savoir s'il a des avantages, des bonus, mais également pour savoir combien d'actions cet ouvrier peut effectuer. Peu importe la couleur de l'ouvrier, il y a des règles qui s'appliquent toujours. Alors, on a toujours, en plaçant un ouvrier, peu importe son emplacement, une action qu'on peut effectuer parmi les 3 qui lui sont adjacentes. Dans ce cas-ci, récupérer des patates, des roches ou la possibilité de construire un escalier. En plus de ça, peu importe la couleur de notre ouvrier, si celui qu'on vient de placer est adjacent à d'autres ouvriers de sa couleur, on va donc tout simplement vérifier à combien d'ouvriers de sa couleur il est adjacent et ça nous donnera des actions supplémentaires. Donc j'ai une action en plaçant mon ouvrier ici, plus une autre parce que je suis adjacent à un autre ouvrier de la même couleur. Alors, je pourrais effectuer 3 actions différentes autant que possible dans les opportunités qui sont autour de l'ouvrier que j'ai placé. Et la dernière chose qu'on doit consulter, eh bien, a un impact selon la couleur de notre ouvrier parce que ceux-ci vont nous donner des avantages différents selon leur type. Pour ce qui est des ouvriers bleus et les ouvriers verts, ça fonctionne de la même façon. Si on positionne notre ouvrier sur un emplacement de même couleur, alors on a des emplacements bleus, on a des emplacements verts, on aura une action supplémentaire, peu importe le nombre qu'on avait récupéré jusqu'à présent. Du côté des prêtres, les ouvriers blancs, peu importe l'emplacement où je le trouve, il va toujours me donner la possibilité de récupérer une carte divinité, soit du dessus du paquet, ou une carte qui est disponible. Je vais donc la reprendre dans mes mains, et je vais pouvoir payer une patate pour pouvoir effectuer une action supplémentaire. Pour ce qui est de l'ouvrier du soldat, peu importe l'emplacement où je le place, je vais pouvoir piocher une carte guerrier que je vais consulter secrètement et que je vais ajouter à ma main. Et après ou avant avoir effectué mon action ou mes actions, je vais pouvoir récupérer un ouvrier qui lui est adjacent et le reprendre dans mes mains. Alors, c'est un ouvrier que je viens de kidnapper clairement et que je pourrai redéployer par la suite. Et finalement, le messager, l'ouvrier jaune, va me donner un rabais concernant le coût de placement de mon ouvrier, coût dont je ne vous ai pas encore parlé. Alors, il y a des coûts selon l'emplacement où est-ce qu'on veut aller jouer. Va donc me donner un rabais. Et en plus, s'il est le seul ouvrier à être mis dans un segment, alors ici on a des segments, c'est-à-dire cet étage-ci de là à là, il est le seul, il va donc me donner une action supplémentaire. Concernant les fameux coûts de placement d'ouvriers, alors l'emplacement de notre grand prêtre est bien important. Imaginons que je sois le joueur bleu présentement et que je désire placer un ouvrier. Si je place mon ouvrier dans la section de mon grand prêtre, c'est-à-dire qu'on peut imaginer ici notre pentagone divisé en 5, la section de mon grand prêtre, c'est d'ici à là, tous les étages. Alors, si je place mon ouvrier dans cette section-ci, si je le place à l'étage du haut, ça ne me coûtera absolument rien. Si je vais un étage plus bas, alors je commence à descendre les marches, mais je reste dans ma section, ça me coûtera à ce moment-ci 2 nourritures. Ça peut être des patates ou des épis de maïs. Et si je descends au 3e étage, complètement en bas, et ça, n'oubliez pas qu'on peut le faire n'importe quand, je peux décider dès le début de la partie de venir jouer juste ici, ça va à ce moment-ci me coûter 5 nourritures. Mais en plus de ça, plus je m'éloigne, c'est-à-dire que je prends les sections qui sont adjacentes à mon grand prêtre, ça me coûtera une nourriture supplémentaire. Donc si je viens jouer carrément en bas ici, j'ai 5 nourritures à payer pour descendre toutes ces marches et une nourriture supplémentaire puisque je suis adjacent. Et si je m'en vais vraiment dans la section qui est opposée de ce côté-ci, alors à ce moment, je vais payer 3 nourritures supplémentaires d'éloignement
plus toutes les nourritures à payer selon l'étage où je vais placer mon ouvrier. On a vraiment une panoplie d'actions qui sont disponibles, alors je ne vais pas les expliquer en détail, mais rapidement, je les couvre avec vous. On peut récupérer des patates, des épis de maïs qui sont de la nourriture, mais qui peuvent être utilisés pour différentes choses, entre autres des matériaux de construction pour nos bâtiments. On peut récupérer des pierres également, on peut construire des escaliers. Alors les joueurs ont ces petites marches d'escalier juste ici. On a les coûts qui sont indiqués directement sur le plateau, plus les récompenses. Et lorsqu'on construit des escaliers, on peut les placer n'importe où dans la section, en commençant par la section du haut juste ici. On marquera donc des points de victoire, on va récupérer des patates et un épi de maïs. On doit toujours avoir un escalier de construit en haut, peu importe à qui il appartient, avant de construire un escalier dans la section du bas. À quoi servent les escaliers? Outre le fait de récupérer des points de victoire, c'est que lorsqu'on va emprunter un escalier, peu importe à qui il appartient, ça va nous donner un rabais de 2 nourritures pour payer le coût de placement de notre ouvrier. Si on utilise l'escalier d'un autre joueur, on lui donne alors un point de victoire. Comme on l'a déjà dit, on a la possibilité de construire des bâtiments en payant le coût indiqué sur ceux-ci. On peut piocher 2 cartes militaires, en choisir une, défausser l'autre. On a la possibilité également d'activer un bâtiment de production. Alors on récupère ce qui est indiqué sur la tuile et on la laisse face visible. On a la possibilité de construire des statues. Il existe des grosses statues ou des petites qui n'ont pas le même coût et qui n'ont pas nécessairement la même récompense en termes de points de victoire. À quoi servent ces statues? En plus de rapporter des points de victoire, eh bien c'est que si lors d'un placement d'ouvrier à votre tour, vous placez votre ouvrier dans une zone avec le symbole et une carte correspondant à la statue que vous avez, vous allez pouvoir toucher à ce moment la récompense, le bonus qui est imprimé sous la carte à chaque fois que vous allez jouer une carte correspondant au symbole de la statue que vous avez, et ce peu importe s'il s'agit d'une grosse ou d'une petite. L'une des actions qu'on peut effectuer également, c'est de tisser. À ce moment, on va récupérer 3 tuiles tapisserie juste ici qu'on pourra consulter secrètement. On devra payer le coût de celles qu'on désire acheter. Plus on en récupère, plus elles sont dispendieuses. Et ce qu'on voudra faire, c'est de créer une espèce de ligne comme ceci de tapisserie avec autant que possible des bonus qui sont adjacents et identiques. Dans ce cas-ci, on a 3 points et 3 points, mais en plus, on veut avoir des motifs différents dans notre tapisserie. Ça nous donnera tout plein de points de victoire en fin de partie, et bien évidemment, on peut jumeler quand même des bonus, même s'ils ne correspondent pas, et on peut commencer de nouvelles tapisseries. Et toutes les tuiles qu'on ne récupérera pas, qu'on n'achètera pas, et bien les autres joueurs pourront, après notre tour, les acheter. On a également les emplacements comme ici qui nous permettent de marchandiser. C'est à ce moment où on va consulter justement les tapisseries que nous avons devant nous et les bonus qui correspondent. Dans ce cas-ci, 2 fois 3 points, ça correspond. On va donc les récupérer. On récupérerait 3 points. On ferait ça pour chacune de nos sections de tapisserie. Et finalement, la dernière action qu'on voit là autour de notre temple, c'est tout simplement d'aller récupérer des lingots d'or. De façon alternative à votre tour, vous n'êtes pas tenu de placer un ouvrier. À la place, vous pouvez effectuer 2 actions secondaires différentes. Quelles sont-elles? La première, c'est de prier. On peut donc récupérer du paquet de la pioche 2 cartes divinité ou celles qui sont face visible. On peut également s'entraîner, c'est-à-dire qu'on pioche 2 cartes de soldats, on les consulte, on en récupère une, on défausse l'autre. On peut également recruter. Alors, on a juste ici les ouvriers qui sont disponibles à la fin de chacun de nos tours si on désire les recruter en payant le coût. Mais juste en bas, on a également les nomades. Alors, comme action secondaire, on peut décider de récupérer l'un de ces nomades complètement gratuitement. Et on va à ce moment en piocher un nouveau de notre sac qui va venir le remplacer. Et finalement, notre dernière option est en lien avec notre grand prêtre juste ici, qu'on va pouvoir déplacer. Mais à notre tour, on peut décider comme action secondaire justement d'effectuer l'action du grand prêtre, mais de ne pas le déplacer. À la place, on va récupérer
récupérer tout simplement une pépite d'or et c'est tout. Mais on peut décider comme action secondaire et rappelez-vous que parmi celles que je viens de vous expliquer, on peut en effectuer deux différentes. On peut donc décider de le déplacer d'un emplacement ou deux. À quoi ça va servir? Eh bien, à plusieurs choses. Premièrement, vous pensez peut-être avec raison qu'éventuellement, les emplacements qui sont juste ici vont se remplir et le coût pour placer nos ouvriers va commencer à être très faramineux. Alors, on voudra éventuellement déplacer notre grand prêtre pour nous donner accès à de nouveaux emplacements à un coût moindre. Mais en plus de ça, selon l'emplacement où on déplace notre grand prêtre, on pourra effectuer l'action qui est imprimée sur cet emplacement, toujours en suivant les flèches qui sont imprimées. Je vous les explique en faisant un survol tout simple. L'action juste ici nous permet d'activer, et en passant, ces actions-ci sont des actions communes. Tous les joueurs peuvent les faire, peu importe qui les active avec son grand prêtre. Par contre, le joueur actif a toujours un avantage. L'action qui est juste ici, tous les joueurs peuvent activer leur bâtiment de production et récupérer tout ce qui est inscrit. Par contre, tous les bâtiments qu'ils activent seront retournés face cachée. Et le joueur actif a comme avantage, lorsque tout le monde a procédé, de retourner face visible l'un de ces bâtiments production qu'on pourrait réactiver grâce aux actions qui sont juste ici. La deuxième action juste ici nous permet de défausser complètement une statue, peu importe laquelle, pour progresser sur la piste de temple juste ici, dont je vais vous reparler dans quelques instants. Le joueur actif va pouvoir défausser une grande statue pour avancer de 3 marches ou une petite pour avancer d'une seule marche, alors que tous les autres joueurs, peu importe le type de statue qu'ils défaussent, pourront avancer d'une seule étape sur la piste de temple. L'action ici est l'action de conquête. Alors, à ce moment, les joueurs vont consulter leurs cartes soldats, vont avoir la possibilité de les jouer devant eux au coût d'une patate par carte jouée. Sauf le joueur actif qui aura deux avantages pour cette action, va pouvoir jouer sa première carte de militaire, de soldat complètement gratuitement. Ensuite, une fois que tous les joueurs ont mis en jeu le nombre de soldats qu'ils veulent, alors on a deux choses importantes, le nombre de cartes, mais également le nombre de soldats imprimés sur celle-ci, ils vont pouvoir à tour de rôle déclarer quelle conquête ils veulent essayer d'effectuer. Alors on a 20 conquêtes différentes. Dans ce cas-ci, avec mes 4 soldats, je pourrais très bien décider d'effectuer, disons, cette conquête-ci qui me demande de tuer 2 soldats qui tomberont au combat et d'en retourner 2 qui temporairement, en fait, je rends indisponibles 2 soldats qui sont blessés, alors d'où la flèche rouge, et les 2 autres soldats, eux, vont mourir, vont être défaussés, vont tomber au combat. Alors si j'ai réussi à faire ça, je peux mettre mon petit jeton ici et récupérer l'avantage. Alors on a tout plein de quêtes différentes autour du plateau. Les cartes qui ont été face cachée, justement, pourront être retournés lors de la prochaine action qui nous permet de retourner tous les bâtiments de production qui avaient été mis face cachée, ainsi que les cartes soldats qui étaient temporairement blessés qui vont revenir disponibles. Et finalement, la dernière action juste ici, c'est l'action qui nous permet, en payant des épis de maïs, de grimper dans les échelons du temple. Dès qu'on franchit des nouvelles marches, on récupère les récompenses qui sont imprimées de ce côté. Et à chaque festival, donc 3 fois durant la partie, on va également marquer les points qui sont de ce côté. Si on réussit à atteindre les marches les plus élevées, ce seront des points supplémentaires pour la fin de la partie. 3 fois durant la partie, on va donc devoir résoudre les festivals dès que la piste ici va être vide de ses ouvriers. À ce moment, il y a différentes étapes qui doivent être effectuées. Entre autres, on va marquer les bonus pour les tapisseries. On va également récupérer les points pour les temples. On va également regarder les contrôles de majorité pour les conquêtes, qui ont été les joueurs les plus influents dans ces différentes régions du plateau. On va également devoir payer des patates pour les cartes divinités qu'on a en main. On va ramener de nouveaux ouvriers et on va avoir la possibilité de piocher les cartes divinités et d'effectuer une espèce de petit mini-jeu, si on veut, comme lors du début de la partie. Les joueurs vont avoir la possibilité, parmi les cartes qu'ils ont en main, d'en jouer
devant eux pour encore une fois aller récupérer les bonus qui sont indiqués dans le bas de ces cartes, mais ils ne pourront pas bénéficier des actions pour placer des ouvriers puisque celles-ci seront défaussées. Ils devront donc continuer à jouer seulement avec les cartes qu'ils ont en main. On effectue 3 fois ces étapes du festival et à la fin de la partie, on aura quelques éléments supplémentaires à ajouter. Et au terme de ce grand décompte, on aura notre grand vainqueur. Alors voilà pour la présentation de Tawantin Suyu. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Laissez-moi un pouce vers le haut si c'est le cas. Laissez-moi vos questions et commentaires également sous la vidéo et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.